Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va parler Jumbo, on va parler Quick-Step, on va parler en fait des conséquences de la non-fusion. Oui, on avait fait une vidéo sur la fusion, est-ce que ça pouvait impliquer? Mais on va voir dans cette vidéo les conséquences de la non-fusion, parce que bon, on l'a appris un petit peu que la fusion c'était un petit peu tombé à l'eau, et qu'il n'y aurait pas de fusion, du moins cette année, et que la fusion ça serait pas avant l'année prochaine, et on va voir que ça va avoir de la conséquence, cette non-fusion, sur le marché des transferts, mais également sur certaines équipes qui ont peut-être un peu trop attendu la fusion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, votre avis sur cette non-fusion, parce que vous avez déjà donné votre avis sur la fusion dans une précédente vidéo. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de la mi-temps des matchs de rugby, notamment des quarts de finale aujourd'hui et à la fin des rencontres. Et puis on commence tout de suite avec cette vidéo. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super thanks. On commence tout de suite avec les conséquences de cette non-fusion. Alors déjà, pourquoi ça ne s'est pas fait du côté de cette non-fusion ? Alors on a peu d'informations parce que de toute manière on avait déjà assez peu d'informations sur la fusion. C'était beaucoup de rumeurs, donc il fallait prendre avec les pincettes. Il semblerait, selon le journal Le Temps, du côté de la Suisse, que dans un article notamment c'était signalé que ça serait fait en fait cette idée de fusion pendant un trajet en avion, pendant le Tour de France, entre des gens de la Quick-Step et Monsieur Plugueux, du côté de la Jumbo-Visma, qui aurait entendu dire que voilà, il y aurait peut-être envie du côté de la Quick-Step de lâcher un petit peu la main, et donc d'aller du côté de la Jumbo, vers un rapprochement. Projet qui a pris un peu de l'ampleur au mois d'août, on a continué à travailler. Sauf qu'il semblerait qu'il y ait eu des changements. Alors déjà que Amazon n'était pas prévu au départ et que Amazon est arrivé tardivement. Et ce qui fait que Jumbo a réfléchi, est-ce qu'il y a un intérêt pour nous à encore faire cette fusion ou à pas plutôt aller voir seulement Amazon, garder nos co-sponsors qui voulaient rester et juste que Amazon remplace Jumbo, qui était une idée. Voilà, parmi d'autres. Et le fait est qu'il y avait... En plus, le fait est également que du côté de la Jumbo, il n'était pas sûr d'avoir Remco Evenepoel en cas de fin de la Quick-Step, parce que à partir de ce moment-là, Remco Evenepoel aurait été libre, et que ça soit Ineos, que ça soit d'autres formations, pourquoi pas la Bora, aurait pu avoir un intérêt à recruter Remco. Il aurait fallu se battre avec ces équipes-là, c'est-à-dire que Remco, il aurait fait monter la sauce, bien entendu au niveau financier. Autre souci également, c'est que Quick-Step, on en avait parlé, il y a deux personnes qui gèrent Quick-Step. Il y a Patrick Lefebvre, qui aurait à peu près 20% de l'entreprise, et du côté de la majorité qui est détenue par un Tchèque. C'était le mec qui notamment était avec Ethics, qui est ce sponsor-là, et qui avait fait notamment la première réserve du côté de la Quick-Step, où est passé notamment Rémi Cavagna, Julien Alaphilippe. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de désaccord entre les deux parties ? Entre un Patrick Lefebvre qui voulait en fait peut-être pas lâcher l'affaire comme je pouvais le penser au départ, et un Tchèque qui lui voulait vendre parce qu'il se dit peut-être que le cyclisme ça commence à coûter très très cher, qu'on a du mal à être performant à part en mettant beaucoup d'argent, et qu'il y a peut-être d'autres sports qui sont plus intéressants pour mettre mon argent. Ça, c'est la question qui peut se poser aussi. De toute manière, comme je le dis toujours, plus un projet dure un peu dans le temps et n'est pas finalisé dans le temps, plus ça pue du cul. J'en avais parlé notamment du côté de la BNB Hotel, où j'avais dit, quand il n'y a rien qui est finalisé en octobre, ça commence à sentir pas bon du tout. Je vous en avais parlé. Là, c'est vrai qu'en octobre, on n'avait pas d'informations. On se disait, soit c'est validé dans une semaine, 2 semaines, il faut que ça soit validé vite. Il semblerait que ça ne soit pas validé pour le moment, à part revirement de dernière minute, parce que maintenant il faut s'attendre à tout du côté du cyclisme. Normalement, la fusion ne se fera pas.
Parce que ça a pris trop de temps, parce que Amazon n'était pas prévu et arrivé dans le deal et que ça a changé énormément de choses, parce que personne ne s'attendait vraiment à ce que Amazon ait envie de financer déjà du sport, d'être sponsor d'une compétition sportive, mais en plus ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent vers le cyclisme. Tu vois, ils auraient pu acheter une équipe de Formule 1 par exemple. AlphaTauri, par exemple, en Formule 1, était peut-être à vendre. Ils auraient peut-être eu plus envie d'acheter une équipe de Formule 1, ce qu'a fait Red Bull, que d'aller vers le cyclisme. On ne s'attendait pas trop. Si en début d'année, on nous avait dit Amazon va investir dans le cyclisme et va peut-être financer l'une des plus grosses équipes du monde, on serait dit oh, Michel, tu déconnes. Mais pourtant, c'est ce qui est peut-être en train de se faire. Alors, les conséquences de cette non-fusion, première conséquence, on a encore beaucoup de coureurs sur le marché. Par contre, pas forcément de la première fraîcheur, comme je dirais. C'est-à-dire qu'on n'a plus forcément des top coureurs sur le marché. Roglic, par exemple, est parti du côté de la Bora avec un deal. Ce qui fait que les coureurs sans contrat, qui sont en World Tour, selon Pro Cycling Stats, encore une fois, c'est toujours très intéressant. Eh bien, nous avons Rui Costa, ancien champion du monde, qui a gagné sur la Vuelta cette année et un tout début de saison, mais qui reste un coureur qui a 37 ans. Il semblerait qu'il ait trouvé une place. Geraint Thomas, parce que du côté de la Ineos, on en reparlera en fin de vidéo, on s'est un petit peu fait avoir du côté du marché des transferts. Roras, Sam Bennett, qui devrait partir chez AG2R, mais pour le moment rien n'est finalisé. Zenek Stibar, normalement ça devrait être en traite à 37 ans. Ben Swift Castroviero, Moscon du côté d'Astana, qui a quand même eu 2 saisons compliquées. David de la Cruz, normalement ça devait être retraite. On a également Sbaragli et Mareshko du côté d'Alpecin de Koninck. On a également David et Chimolai, mais 34 ans là aussi. De Marquis, c'est peut-être retraite. On a Nicolas Hédé à 35 ans, ça sent peut-être la retraite aussi. Marc Sarro et Rémi Cavagna. Alors Marc Sarro chez AG2R, Rémi Cavagna chez Soudal Quickstep. Mais ça va peut-être changer la donne avec le renouvellement. Il y a les Wallace également. Kenny Alisson parmi les coureurs. Dombrowski aussi. Hodge ou Adeg, c'est selon comment on veut. Lorenz de Plus aussi, qui n'a pas de contrat. James Knox. Puccio, voilà, je regarde Tobias Foss du côté de la Jumbo-Visma qui n'a pas de contrat. Victor l'a fait, normalement c'est fait chez AG2R, mais c'est pas totalement finalisé. Caicedo également qui est sans contrat. Voilà. On a encore pas mal de. Je pense à Victor Koretsky également qui est sans contrat, ou encore un Brandon Rivera. Pourquoi on a autant de coureurs sans contrat ? Déjà parce que le marché des transferts s'est mis en pause pendant quasiment 3 semaines. C'est-à-dire qu'entre le moment où il y a eu l'annonce de cette rumeur de fusion, vraiment des grosses rumeurs qui sont arrivées, et le début de semaine dernière où on a commencé à nous dire que déjà le Fever tentait de monter une équipe avec ceux qui ne seraient pas pris chez Jumbo, et ensuite où cette idée de fusion s'est arrêtée, il y a eu un moment presque d'arrêt du marché des transferts. C'est-à-dire qu'on a eu, mois d'août, beaucoup de transferts. Je pense notamment à la Tudor, je pense à la Lidl Trek, qui ont fait beaucoup d'annonces et qui ont signé beaucoup de contrats. Et puis, sur la dernière semaine de septembre et les 2 semaines d'octobre, il ne s'est absolument rien passé. À part Cavendish, qui a annoncé qu'il prolongeait, et Roglic, qui étaient les 2 grosses annonces sur ces 3 semaines-là. Du départ de Roglic et de l'arrivée chez Bora. Donc, ce qui fait que normalement, ces 3 semaines importantes où il y a des contrats vraiment qui se finalisent. L'après-Vuelta, par exemple, parce que des coureurs qui se seraient révélés sur la Vuelta, on lance des contrats tiers larigot. Les renouvellements également de contrats pour des mecs où on n'a pas réussi à trouver mieux, donc on les renouvelle pour compléter un petit peu l'effectif. Ce qui fait que le marché s'est complètement bloqué. Ce qui, normalement, n'arrive jamais. Parce qu'on était dans l'attente. Toutes les équipes étaient dans l'attente. Ineos était dans l'attente. Même la Bora était dans l'attente de savoir ce qui allait se passer véritablement entre la Quickstep et la Jumbo. Ce qui fait que le marché s'est bloqué. Et c'est pour ça qu'on a autant de coureurs qui sont là sans contrat. Pour cette raison-là, l'année dernière, il y en avait moins. Parce qu'on n'avait que les BNB hôtels quasiment. Sauf que là, cette année, c'est un peu différent. Et quand on regarde en Pro Team,
Pozzo Vivo, qui est encore sans contrat. Bon, il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont âgés, mais si je prends des coureurs qui ont moins de 30 ans, j'ai Malucelli qui est chez Mingol. J'ai Alan Banaszek qui est chez Oman Power Red Earth, puisque je rappelle que l'équipe s'arrête. J'ai Sandy Dujardin, par exemple, qui est sans contrat. Jonas Gregard du côté du NOX. Tivani du côté de la Coratec, avec un contrat d'1 an. Alexis Guérin, qui a 31, mais qui est français. Fabien Doubet, qui est sans contrat. Carretero, Cepeda, le meilleur ami de Thibaut Pinot. Konichev, Jérémy Cabot, qui a 32. Il y a encore Yuri Letao, par exemple, le portugais de la Cara Rural, qui a été bon sur le Tour de Croatie. Mais on est sur un marché vraiment, Nicolas Dallavalle aussi, du côté de la Coratec, on est sur un marché qui est encore très particulier. Voilà, on est dans l'attente vraiment de savoir qui va aller où et qui va obtenir un contrat pour l'année prochaine, du fait que cette fusion a un peu bloqué le marché et que tous les agents essayaient de savoir ce qui allait se passer, et donc ont peut-être aussi un peu ralenti. Peut-être que si un coureur qui avait une offre, je ne sais pas, de Cofidis, qui avait une offre d'une autre formation, on a peut-être attendu en se disant, regarde quand même, il va peut-être y avoir de la place chez Ineos. Peut-être aussi que Total va se retrouver à avoir quasiment un statut World Tour. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes de ce côté-là, et ce qui fait que du côté des agents, on a dit, signe pas tout de suite, attends un petit peu de voir ce qui va se passer du côté du monde du cyclisme. On a aussi des grosses différences, comme je le disais, du côté du marché des transferts entre les équipes. Vous avez des équipes qui ont finalisé leurs transferts extrêmement tôt. Je pense à la Lidl Trek, je pense à Tudor, je pense à Q36.5 par exemple. Et puis il y a des équipes qui n'ont encore rien fait sur ce marché des transferts. Je pense à Ineos, par exemple, qui n'a absolument recruté personne. Je pense aussi à la Jumbo, par exemple, qui aurait pu être tentée de recruter et qui n'a rien déclenché. Il y a des équipes, par exemple, qui n'ont rien fait, qui n'ont quasiment pas recruté de gens. Donc ça, c'est assez surprenant de voir ce genre de choses. Voilà, avoir des coureurs qui, pour l'instant, ne savent pas trop où ils vont aller. Mais aussi des équipes qui ne savent pas trop quel va être leur effectif. On voit pour le moment qu'il y a des effectifs de 15 coureurs pour l'année prochaine en World Tour. Ça n'arrive jamais. Normalement, là encore en mois d'octobre, il reste peut-être 2 places, 3 places. Mais normalement, la majorité des transferts est faite. Après, c'est comme des cas, l'année dernière, Bonifacio par exemple a été recruté tard. Bon, Pozzo Vivo qui est toujours recruté extrêmement tard ces dernières années. Mais c'est plus des coureurs qu'on prend en plus, qui vont négocier un salaire extrêmement bas, ce qui était le cas de Bonifacio cette année chez Intermarché, mais qui vont avoir des salaires très bas, qui vont revoir un petit peu leur salaire à la baisse. Cavendish aussi, ça avait été tardif, mais parce qu'il y avait le cas BNB Hotel. Normalement, les équipes ont finalisé leur transfert. Là, on voit dans beaucoup d'équipes, on n'est pas au minimum du nombre de coureurs en World Tour. Je pense notamment à Ineos, donc il va se passer beaucoup de choses. Du côté des conséquences de cette non-fusion, c'est que Jumbo perd un leader. Et oui, Jumbo perd Primož Roglič dans l'affaire. Parce qu'avec cette situation de fusion aussi, c'est pas la seule raison qui a fait que Roglič est parti chez Bora, hein. On l'avait dit l'année dernière, en 2022, le fait qu'ils l'ont fait courir sur la Vuelta, alors que son entourage disait qu'il aurait fallu qu'il ait un peu plus de repos. Il a couru sur la Vuelta avec une épaule un petit peu en vrac. Ça n'a pas été apprécié, que ce soit par la femme de Primož Roglič, mais également par son médecin et son entourage proche. Ça n'a pas plu également, je pense, le fait qu'il se retrouve à pas faire le Tour de France. Je pense qu'il voulait faire le Tour de France cette année, Roglič, et qu'il s'est contenté du Giro et de la Vuelta parce que on lui a dit le Tour de France c'est Vingegaard. Il voyait bien aussi que c'était plus le leader de l'équipe. Le fait qu'en plus Sepp Kuss ait gagné la Vuelta
faisait que son statut était de plus en plus précaire chez Jumbo, et il s'est dit, je veux enfin avoir une équipe à mon service. Il y avait Lidl Trek qui était sur le marché, il y avait Bora. Le deal avec Bora est assez particulier parce que son salaire est payé à la fois par Bora et par Red Bull. C'est-à-dire que Roglic va faire partie des coureurs sponsorisés par Red Bull, donc tous ceux qui ont un casque Red Bull. Donc il y a eu cette entente-là avec Bora, qui je rappelle est une équipe allemande, hein, Bora Hansgrohe, et je ne sais plus s'il n'y a pas un des deux sponsors qui est autrichien. Mais on sait qu'ils ont toujours été très impliqués en Autriche. Red Bull est autrichien, donc voilà, il y a des petites facilités comme cela. Et peut-être qu'on ne voulait pas s'associer entre Lidl et Lidl Trek et Red Bull. Peut-être que voilà, Red Bull ne voulait pas s'associer à Lidl, parce que je ne suis pas sûr que les produits Red Bull soient distribués officiellement par Lidl, donc ce qui faisait peut-être des petits soucis s'ils voulaient aller chez Lidl Trek, en sachant que Lidl Trek avait aussi déjà recruté Geoghenaert. Ils ont quand même pas mal de coureurs bons en montagne aussi, et qui s'est dit que chez Bora, avec peut-être un Uijtdebroek qui serait sur le départ, on nous a donné une rumeur Groupama qui était fausse, mais ça veut peut-être dire que du côté d'Uijtdebroek, on veut quand même partir de Bora. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être des décisions dans les jours à venir autour de Uijtdebroek. Là encore, on est pour le moment sur des idées de ma part, absolument pas sur des certitudes, hein, je le précise. Mais Jumbo perd un leader avec Roglic, c'est-à-dire que l'année prochaine, ils ont Sepp Kuss, ils ont Vingegaard, mais ils n'ont plus cette solution-là avec Roglic. Ce qui change un peu la donne. C'est-à-dire que sur un des grands tours, soit ils vont avoir un leader qui n'est pas au top de sa forme, soit ils vont miser sur le sprint. Ça peut peut-être donner des idées à Van Aert de dire, moi, je vise le Giro cette année, parce qu'il y a beaucoup de sprints sur le Giro 2024, et que je veux pas être tout le temps le larbin des Sepp Kuss, des Vingegaard. Donc ça peut aussi changer la donne. On se retrouve à avoir une autre conséquence, c'est Quick-Step a un effectif qui est très faible. Effectif très faible du côté de Quick-Step, faible du côté de Quick-Step pour le moment. Alors je vous donne l'effectif de Quick-Step pour le moment pour 2024. Ils sont 23 coureurs. Dans ces 23 coureurs, on a notamment le jeune français Antoine Hubie. Vous avez Tim Merlier, vous avez Alaphilippe, vous avez Asgreen, vous avez Cataneo, Evenepoel, Jan Hirt, Landa, Jordi Wallop, Mauri van Sevenant, Van Wilder. Bon, certes, on a récupéré Landa, mais c'est un peu le seul coureur qu'on a récupéré autour de Remco Evenepoel. C'est-à-dire que pour le moment, on a que Landa en plus dans cette équipe, en sachant qu'on perd peut-être James Knox, on perd peut-être du monde, hein, encore une fois, du côté des transferts. Pour le moment, si je regarde en World Tour, les coureurs qui étaient chez Quick-Step, ça va pas me le marquer facilement, mais on a Rémi Cavagna, donc qui se retrouve sur le marché chez Soudal Quick-Step. Vous avez également sur le marché, donc comme je disais, James Knox, pour le moment, qui se retrouve sur le marché des coureurs libres. Si je remonte un petit peu Soudal Quick-Step, on a également Bert van der Berge, qui peut être bon pour un train de sprinter, notamment. On l'avait beaucoup vu en 2022, on l'a moins vu en 2023. Mais voilà, vous avez quelques coureurs chez Soudal Quick-Step qui sont disponibles et qu'il va falloir peut-être renouveler, sauf qu'il va falloir les renouveler au prix fort du côté de Soudal Quick-Step. Parce que les coureurs aussi et les agents aussi savent que Quick-Step, par exemple, il leur manque des coureurs. Donc si Quick-Step t'appelle, par exemple, tu as Maury Capiot, Quick-Step t'appelle, tu peux demander un salaire plus fort parce que ils sont en manque de coureurs.
Donc pour participer l'année prochaine, tu peux leur imposer des salaires plus importants. Et ça va se savoir du côté des agents qui vont pouvoir négocier dans ce point-là. Mais c'est surtout qu'autour de Remco Evenepoel, on a gagné Landa, certes, mais que Landa. Et on a perdu peut-être un ou deux coureurs. Et puis surtout, du côté de Quick-Step, alors déjà on ne sait pas Julien Alaphilippe sur le départ, pas sur le départ avec Total Energy. Le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, veut Julien Alaphilippe dans l'équipe. Sauf que Jean-René Bernaudot ne veut pas racheter le contrat à Julien Alaphilippe parce que ce n'est pas dans ses manières de faire. Donc on est un petit peu en opposition entre les deux. Mais surtout du côté de Quick-Step, ce que je voulais dire, c'est que avec un effectif qui n'est pas sensationnel pour 2024, on a quand même perdu aussi Florian Sénéchal, par exemple, qui rejoint Arkea. On a perdu quand même pas mal de coureurs. Une fusion en 2024 rapporterait moins à Quick-Step. En sachant qu'encore une fois, si tu n'es pas assuré que Remco Evenepoel rejoigne ta formation après coup, ça devient moins intéressant. Surtout, il y a des coureurs qui vont être en fin de contrat fin 2024. Est-ce qu'ils renouvelleront avec Quick-Step ou est-ce qu'ils se désengageront de Quick-Step pour aller voir d'autres crèmeries? Ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. Et puis surtout, en cas de fusion, ça rapporterait moins. Encore plus si Remco n'a pas des grands résultats sur les grands tours l'année prochaine. Imaginons Remco abandonne de nouveau sur le prochain grand tour qu'il réalise, où il finit 10e avec une course un petit peu dans l'anonymat. On peut se poser des questions chez les équipes qui veulent fusionner avec Quick-Step s'il y a un intérêt véritablement. Autre conséquence, c'est Total Energy. Alors déjà du côté de Total Energy, parce que Julien Alaphilippe, il va falloir acheter le contrat pour le moment. Alors peut-être que du côté de Soudal Quick-Step, on peut brader un petit peu Julien. Mais surtout du côté de Total Energy, en cas de fusion entre la Jumbo et la Quick-Step, ça avait été indiqué par l'UCI que le World Tour passerait à 17 coureurs, à 17 équipes, qu'on ne serait pas à 18 équipes du côté de World Tour. Donc Total Energy avait calculé son coût. Aujourd'hui, il y a 3 équipes qui ont des invitations pendant toute la saison pour l'année prochaine. C'est Israël, Lotto et la 3e équipe est Uno X. Mais Total s'était dit, en cas de fusion, ça ne serait pas 3 équipes qui auraient des invitations sur les épreuves World Tour sur la majorité de l'année, ça serait 4. Donc nous. Sauf qu'à partir du moment où il n'y a pas de fusion, on reste à 18 en World Tour. C'est-à-dire que c'est seulement les 3 premières équipes qui auront des invitations obligatoires, notamment sur les grands tours. Total n'aura donc pas cet avantage-là. C'est-à-dire que Total Energy risque d'avoir un calendrier qui se contente un petit peu que du Tour de France et des épreuves ASO. Et que la Vuelta, par exemple, ne la feront pas. Parce qu'il y a trop d'équipes espagnoles aujourd'hui en 2e division, donc ils sont obligés de prendre que des équipes espagnoles. Ce qui fait qu'il va falloir repartir à la chasse aux invitations. Sauf que Total se retrouve désormais en concurrence avec Tudor Q36.5, notamment, avec aussi la Coratec en Italie, la Bardiani. Ça peut être donc très compliqué pour la Total, parce que je ne vois pas Milan-San Remo se dérouler sans Matteo Trentin, par exemple. Ce qui veut dire que il se pourrait que la Total soit parmi l'équipe qui saute à chaque fois sur les invitations, qui se retrouve à être la 5e roue du carrosse. Et ça, en termes de calendrier, ça va pas être top. Et si t'es pas sur les meilleures courses, déjà, ça veut dire que tu vas peut-être avoir du mal à renouveler certains coureurs, mais surtout, par exemple un Sandy Dujardin, qui est toujours sans contrat, mais surtout, ça veut dire que tu vas avoir du mal à marquer des gros points UCI. Et ça peut être un souci. Dernière conséquence, c'est Ineos. Le grand perdant dans l'histoire, c'est pas Quick-Step, c'est pas Jumbo, c'est pas Total. Eux, ce sont des Quick-Step un peu perdants, mais bon, ils ont toujours Remco Evenepoel. Total,
Ils ont toujours Turgis, par exemple. Et puis, ils ont une masse salariale de disponibles pour recruter des coureurs. Par contre, Ineos, eux, ce sont les grands perdants. Parce que Ineos s'attendait à une fusion. C'est-à-dire que, au départ, on avait parlé de fusion avec Quick-Step. Après, on a parlé de la fusion entre Jumbo et Quick-Step. Mais Ineos était sûr d'avoir Remco Evenepoel l'année prochaine. Ils étaient sûrs. Ce qui fait qu'ils n'ont rien lancé sur le marché des transferts. Ineos n'a pour le moment rien fait sur le marché des transferts. Et donc, ils se retrouvent à avoir plus grand-chose à acheter. Parce que Remco Evenepoel, pas disponible. Caleb Ewan, recruté par Jaiko Alula. Jonathan Milan, la Lidl Trek. Roglic, Bora Hansgrohe. En plus, ils ont perdu des gros coureurs. Ils ont perdu Tao Gegenhardt, Daniel Felipe Martinez également. L'effectif pour le moment d'Ineos pour 2024, on se retrouve à avoir seulement, et je le dis avec beaucoup de gravité, seulement 15 coureurs. Dans tes 15 coureurs, en termes de leader pour le classement général, pour le moment, tu as Thymen Arensman en sur-leader et Thymen Arensman. Parce que Egan Bernal, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc pour le moment, dans ton équipe, tu as un seul leader pour le général. Pour les classiques, tu restes bien armé. Narvaez, on a Pidcock, Ethan Ether, Ghana, notamment Luc Plapp. Luc Plapp, il reste pour le moment. Enfin, je sais plus. Il y avait un moment où on nous disait qu'il allait rejoindre Jaiko Alula, et puis pour un moment, bon, on ne sait pas trop. Du côté de Luc Plapp. T'as Sheffield encore, mais que l'effectif est faible. Parmi les coureurs quand même que tu as perdu donc Daniel Felipe Martinez, Tao Gegenhardt, Pavel Sivakov, j'avais oublié de le signaler, Ben Tullet. En attente pour le moment, Carlos Rodriguez, Geraint Thomas, Ben Swift, Castro Vieiro, Luc Roveux, Omar Fraile, Lorenz De Plus, Cameron Verf, Kim Hayduk, Brandon Rivera Smith. Et toujours pas de recrutement de coureurs. Ça, c'est le gros souci pour le moment. C'est-à-dire que tu n'as aucun coureur qui a été recruté. Alors, quelle va être la solution pour Arkea ? Il va falloir maintenant faire ton marché avec ce qui reste sur le marché des transferts. Recruter Rui Costa, recruter Sam Bennett, recruter Marc Sarro, un Rémi Cavagna. Bon, c'est forcément avoir des résultats un peu en dessous. Parce que voilà, ça va être plus compliqué de marquer des points ici avec des coureurs qui ne sont pas d'un super haut calibre. Est-ce qu'on se dit qu'on les recrute pour 1 an ou 2 ans, qu'on est dans une phase de transition avant de repartir sur un nouveau cycle ? Sauf que le nouveau cycle, ça fait un petit temps que ça attend. Et que je pense qu'il y a un moment, du côté de Ineos et de la direction, notamment des finances, on va commencer à s'impatienter au niveau des résultats. Ou soit, il va falloir acheter des contrats chez les autres. Il va falloir peut-être aller chercher le contrat de Julien Alaphilippe, peut-être aller chercher des contrats de coureurs qui seraient mécontents ou qui pourraient aller dans une équipe supérieure. Peut-être aussi qu'il va falloir débaucher des coureurs de Trinity Racing. Il y a notamment des Français qui ne sont pas mauvais chez Trinity Racing, qui est une bonne équipe britannique. Mais ça ne va pas être simple pour Ineos. Voilà, je suis assez inquiet pour eux. Et surtout, je parlais de prolongation de contrat, mais maintenant, Geraint Thomas et Rodriguez, ils savent que on est obligé de tout faire pour les renouveler. Donc, ils vont augmenter leur salaire. Ils sont dans une position de force au niveau de la négociation. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous annonce peu de renouvellement de contrat pour le moment, parce qu'on est toujours dans une situation où on négocie et on n'a peut-être pas des moyens limités quand même du côté de Ineos, même si on a des beaux moyens. Pour moi, le grand perdant dans cette affaire, c'est Ineos, parce qu'ils n'ont rien lancé sur le marché des transferts, ils ont perdu des coureurs, et en plus, ils n'ont pas Remco Evenepoel. Donc, ils ont un petit peu tout perdu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meg Production. Ciao, ciao!